Bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouveau Directeur Stream. Est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien sur Telegram et sur VK, s'il vous plaît. Je vois que les plus actifs sont déjà dans les starting blocks. Donc bonsoir Chris, bonsoir Alexandre, bonsoir Dom, bonsoir Gérard, je vois bonsoir Evelyne. Je vois que vous êtes déjà au taquet, hein, 2 minutes avant le début, tout le monde est déjà là. Alors... Donc bonsoir Jérôme, qui me dit que le son est bon. Tout est ok sur VK. Impeccable. Oui, sujet qui change un petit peu de l'actualité, mais qui m'a été suggéré par l'un d'entre vous. Voilà, donc je tiens compte de ce que vous me dites lorsque je discute en privé avec donc mes lecteurs, nos auditeurs, qui avaient posé quelques questions en privé. Donc c'est quelqu'un qui peut pas assister au direct, mais qui m'avait demandé en privé, qui m'avait envoyé par email un certain nombre de questions, entre autres sur le drapeau russe. Donc je l'ai redirigé vers le fameux article que Laurent avait fait à ce sujet. Hein. Et donc connaissez-vous les origines du drapeau tricolore russe? Alors je ne vais pas répéter ce qui a déjà été mis dans cet article, il est sur notre site, vous pouvez aller le consulter. Mais la discussion a dérivé un peu sur l'importance de connaître les origines de son drapeau, on va dire, de quelque part commémorer un petit peu, parce qu'en Russie, donc nous on a le jour du drapeau russe. Mais c'est vrai qu'en discutant avec cet auditeur, je me suis rendu compte qu'effectivement, par exemple, dans les pays occidentaux, on n'a pas une telle tradition. Il n'y a pas de journée du drapeau français, pas que je sache. Si c'est le cas, dites-le moi si je me trompe, mais j'ai pas souvenir qu'on avait un jour durant lequel on célébrait le drapeau de la France. Alors bonsoir Christina, bonsoir Christiane, bonsoir Alain, bonsoir Philippe. Donc, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que en discutant avec cet auditeur, qu'il y avait quand même un gros problème au niveau des pays occidentaux. Alors, je pense que vous avez tous vu la nouvelle suite à des manifestations contre l'immigration de masse en Angleterre. Les autorités ont décidé d'arrêter de punir les gens qui exhibaient un drapeau anglais. Je dois vous avouer que sur le coup, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai cru que c'était The Onion, hein, la version anglophone du Gorafi. Parce que comment tu peux punir les gens pour le fait d'exhiber le drapeau national? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je veux dire, le fait d'exhiber fièrement le drapeau de son pays... ça devrait être une fierté, ça devrait pas être puni, ça devrait pas être une faute. Là-dessus, il y a quand même un gros problème. Et donc, on a discuté avec cet auditeur, et effectivement, on s'est rendu compte que c'est des points qu'on n'abordait pas tellement, qui est quelque part l'importance, on va dire, de défendre, de protéger le drapeau national, l'histoire et les traditions nationales. Et donc il demandait un petit peu comment ça se passe en Russie et de comparer un petit peu avec ce qui se passe en France. Et c'est vrai qu'en France, moi j'aimerais demander combien d'entre vous savent d'où viennent les couleurs du drapeau français. Tiens, petite question.
Est-ce que vous savez d'où viennent les 3 couleurs du drapeau français? Alors, je vois qu'il y a de nouveaux qui arrivent. Bonsoir Michel, bonsoir Momo. Bonsoir S400. Bonsoir Jérôme. Alors Jérôme qui dit les politiciens français ont honte du drapeau français. Oui, d'ailleurs je me souviens que lors des manifestations des Gilets jaunes en France, si les policiers trouvaient un drapeau français, ils le confisquaient. C'est du délire. Je veux dire, au nom de quoi tu ne devrais pas avoir le droit de confisquer le drapeau national. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est le symbole à l'international d'un pays. Je veux dire... Oui, Dom qui dit on a des ennuis si on arbore le drapeau français, un comble. Oui, donc en France comme en Angleterre, donc le drapeau national serait une espèce de truc honteux, hein, voilà, de truc honteux qu'il faut pas arborer. Et donc c'est quand même un peu incroyable. Je veux dire, le drapeau en Russie. Ce lecteur me demandait est-ce que vous, enfin, il y en a un peu partout? Est-ce que, oui, on en a partout. Drapeau russe, on en a partout, dans les rues, les bâtiments publics. Vous en avez sur la grande place Lénine, vous avez un immense drapeau russe au-dessus de la statue de Lénine. Et partout, partout, quand vous êtes en Russie, vous avez des drapeaux russes partout. Je veux dire, quand j'avais été à Saint-Pétersbourg pour les 80 ans de la fin du blocus de Leningrad, t'avais des drapeaux plein les rues, plein les rues, plein les rues. Donc vous aviez régulièrement, entre autres sur certains ponts de Saint-Pétersbourg, vous avez des portants, hein, vous avez des tubes dans lesquels, voilà, ils avaient mis plein de drapeaux partout. Enfin, c'était un truc de fou. Alors, il y a Jérôme, voilà, on en a qui savent, ils savent pour le drapeau français. Alors, bleu et rouge pour la ville de Paris. Alors oui, effectivement, le bleu et le rouge étaient les couleurs de la ville de Paris et entre autres de la garde municipale de Paris, et le blanc pour le roi. Donc vous vous rendez compte que actuellement le drapeau français est un drapeau dont les couleurs sont celles de la ville de Paris et du roi de France. Et on est en République. Ouais. Vous vous rendez compte un petit peu du truc? Et combien de gens le savent? Moi, je veux savoir, tiens, combien, honnêtement, disent qu'ils le savent pas. Alors, Sylvain aussi, le savait. Couleur de la royauté pour le blanc, effectivement. Alors... Alors, en France, c'est considéré comme fasciste d'être patriote. Alors, être fier d'être français, je te raconte pas. Ouais. Alors, c'est quand même fou. C'est quand même fou on vous punisse pour quelque chose qui devrait être la base. Être fier d'être un citoyen de son pays, où on est né. Ou alors dont on a acquis la citoyenneté. Sébastien qui dit pas d'accord, on n'est pas en République, on a un roi actuellement. Non, c'est pas un roi, hein, c'est un roitelet, hein, c'est l'équivalent en brun de Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones, quoi. Hein, c'est un peu la même chose. Euh, Et donc, c'est vrai que on le voit dans toute l'Union européenne, hein, où vous avez le drapeau de l'Union européenne qui se substitue petit à petit aux drapeaux nationaux, ce qui est du délire. Alors que dans d'autres pays comme la Russie, le drapeau national est extrêmement important. Même s'il peut y avoir effectivement d'autres drapeaux, comme par exemple ici en République populaire de Donetsk, souvent le drapeau russe est couplé avec le drapeau de la République populaire de Donetsk. C'est le cas aussi en République populaire de Lugansk ou en République de Tchétchénie par exemple. Mais le drapeau russe est présent partout. Et il a même son jour de célébration. Et ça, on le voit pas dans les pays occidentaux. Maintenant, on commence même à vous punir pour l'affichage ostentatoire de ce qui est quand même
le symbole national du pays. Donc on voit ça en France, on voit ça en Angleterre. Je sais pas s'il y a la même chose dans d'autres pays. Est-ce qu'il y en a certains qui sont en Belgique, parmi les lecteurs qui sont là ce soir, qui peuvent me dire s'il y a le même genre de délire actuellement en Belgique. Quand moi j'y vivais, c'était pas le cas. Mais comme je sais que bon, en 10 ans, la situation elle a quand même beaucoup changé. Est-ce que c'est le cas aussi en Belgique et dans d'autres pays européens? Parce que moi je trouve ça vraiment délirant de voir des gens être arrêtés pour avoir arboré le symbole du pays dont ils sont citoyens. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment un truc de fou. Euh, Alors, Dom qui dit, on est en République, c'est vite dit, on fait semblant seulement. Ne pas oublier que la classe politico-médiatique veut supprimer les pays au profit de l'UE et on a voté contre. Ouais, ouais, je sais. J'ai voté contre en 2005. Bon, j'ai vu comment dire, mon vote a été passé à la trappe. On va dire ça comme ça. Alors, le roi Emmanuel et son époux, Brigitte. Ok. Le patriotisme est une fierté et la garantie de survie d'une nation et de son peuple, dit Chris, et il a totalement raison. Il a totalement raison. Un pays qui tue son patriotisme, qui érige comme une honte son drapeau national, je vois pas ce qui va pouvoir sauver ce pays-là, hein. Je vois qu'Evelyne aussi se connaissait donc la symbolique des couleurs euh, du drapeau français. Alors Christiane, contrairement à ce que vous pensez, les couleurs du drapeau russe ne viennent pas ni du drapeau français ni du drapeau américain. Elles ont été établies, c'était auparavant le drapeau de la marine marchande. Voilà. Et alors, le blanc représentait le tsar, le bleu le ciel, enfin la spiritualité, et le rouge le peuple. Voilà. Et ça a été choisi déjà très très longtemps, bien avant la création des États-Unis ou de la Révolution française. Alors, Bridge qui me dit en Suisse pas autant, mais si on affiche, t'es un facho. Pareil avec un t-shirt avec la croix suisse. Ah ouais, même en Suisse maintenant? Vous commencez à voir ce genre de délire? Oh là là! Ah non, la cata! Et moi qui croyais que les Suisses étaient un petit peu plus à l'abri que les pays de l'Union Européenne. Ah bah mince, là je tombe de haut là. Christiane qui dit tuer le patriotisme, comme la famille, la religion et la propriété privée. Bah oui, c'est exactement ça, hein. C'est le fameux hein, vous n'aurez rien et vous serez heureux. D'ailleurs, l'autre il a dégagé du WEF d'ailleurs. Alors, en Belgique, je ne sais pas, mais aux USA, oui, pas d'arrestation par contre. Même dans les États conservateurs. Ah bon? Pourtant, je pensais qu'aux États-Unis, il y avait le truc genre le matin à l'école avec le salut devant le drapeau ou le. Non? Même aux États-Unis, vous avez commencé à avoir ce genre de délire? Ah ouais, quand même. Alors S400 qui dit au Canada, le drapeau canadien est partout. D'accord, ce qui est intéressant parce que le Canada, tu vois, j'aurais pensé qu'il serait un peu comme la France ou l'Angleterre, vu quand même qu'ils sont quand même bien avancés dans l'agenda woke, hein, quand même, hein. Donc, bonsoir Jean-Loup. Mhm. Alors, Jérôme qui me dit que l'Italie fête ces trois couleurs en janvier. Donc l'Italie a une fête du drapeau. Donc vous voyez, c'est intéressant d'en discuter avec vous parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des disparités selon les pays. Euh, Mais je trouve ça incroyable. En fait, chaque pays devrait avoir un jour du drapeau.
Chaque pays devrait avoir un jour lors duquel on célèbre le drapeau national, lors duquel on enseigne aux enfants pourquoi il est comme il est, avec les couleurs qu'il arbore, les motifs, parce que tous ne sont pas des tricolores, hein. On a des drapeaux avec des formes et des couleurs assez diverses, hein. On a des pays qui en ont que deux, genre la Pologne, hein, rouge et blanc. Vous en avez avec trois couleurs, vous en avez comme celui de l'Afrique du Sud avec tout un motif, avec le truc en Y, vous en avez qui ont un motif en plus, hein, comme le drapeau russe par exemple, vous avez l'aigle à deux têtes, hein, celui qui regarde vers l'ouest, celui qui regarde vers l'est. On en a un par exemple sur le drapeau de la République populaire de Donetsk aussi. Donc il y a toute une symbolique, et moi je sais qu'ici par exemple on l'enseigne aux enfants. On l'enseigne aux enfants. Je sais quand je filmais des petits reportages dans la rue, quand le jour du drapeau, on distribuait des petits drapeaux russes. Quand même beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup connaissaient la symbolique des différentes couleurs. Alors, les gens ici connaissent beaucoup plus ceux du drapeau de la République populaire de Donetsk, hein, de facto, mais ils connaissent quand même dans l'ensemble celui du drapeau russe. Alors celui de la République populaire de Donetsk, pour ceux qui ne savent pas, donc qui est noir, bleu et rouge. Le noir, ben, c'est le charbon, voilà, c'est quand même la ressource naturelle locale, hein, je veux dire. Le bleu pour le spirituel, et le rouge, c'est le sang de ceux qui sont morts pour défendre la liberté et la terre du Donbass. Voilà, donc vous voyez, ben, je veux dire, tout ça c'est transmis, c'est enseigné. D'ailleurs, dans les écoles, vous avez généralement dans le hall, donc vous avez tout un énorme tableau où vous avez l'hymne, vous avez le texte de l'hymne national. Vous avez, donc on a ici donc les photos de Denis Pouchiline, qui est le chef de la République populaire de Donetsk. Une photo de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Vous avez les deux drapeaux qui sont accrochés dessus. Et vous avez tout un texte explicatif sur le drapeau russe, sur le drapeau de la République populaire de Donetsk, la symbolique des couleurs. Et donc, donc en russe c'est gerb, donc c'est entre autres le motif avec l'aigle à deux têtes, le pourquoi, d'où il vient, etc., etc. Donc chaque matin, les enfants, ils passent devant cet énorme panneau où il y a toutes ces informations. Donc si vous voulez, les enfants en Russie, ils vivent avec tout ça, c'est quelque chose qui est vivant. C'est un savoir historique qui est transmis, donc l'histoire du drapeau est transmise, l'histoire donc de l'hymne, etc., tout ça est transmis. Et on se rend compte qu'en Europe, en discutant avec cet auditeur, on s'est rendu compte que tout ça a été perdu en Occident, ça se fait plus. Ça se fait plus. Je suis sûr qu'on demande à la génération des 20-30 ans en France d'où viennent les couleurs. S'ils savent d'où viennent les couleurs du drapeau français, je pense qu'il y en a très peu qui seront en capacité de répondre. Très très sincèrement. Ce que me dit Sébastien, en France, on apprend la Marseillaise et le triptyque français, hein, donc liberté, égalité, fraternité, mais pas l'origine des couleurs. Alors... Ouais, Bing qui me dit aux USA, les États conservateurs sont un piège en un sens. Dès que tu arrives dans les grandes villes, tu commences à te retrouver avec du turbo-libéralisme qui rendrait l'Allemagne jalouse. Ouais, c'est moche. C'est moche. C'est vraiment... Jérôme qui dit les élèves français connaissent mieux Jules que la Marseillaise. Oui, oui, c'est malheureusement. Franchement, j'aimerais que s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, faire un petit micro-trottoir en France,
tester combien de jeunes connaissent le texte de la Marseillaise et combien connaissent l'origine des couleurs du drapeau français. Je pense sincèrement on va pleurer des larmes de sang. Je pense. C'est triste, hein. C'est triste. Ça fait partie, je pense, d'ailleurs, des choses qui desservent les pays occidentaux dans leur fameux projet, hein, de se lancer dans une guerre avec la Russie. Parce que pour amener les gens à se battre pour un pays, il faut qu'ils en soient fiers, il faut qu'ils s'y identifient. Comment tu veux t'identifier à un pays euh, dans lequel on te dit que bah, être fier d'être français, c'est être facho, c'est pas bien, c'est mal, faut pas être fier, faut pas être fier d'arborer le drapeau national. Euh, un pays dont de moins en moins de gens connaissent le texte de l'hymne national. Alors je vois qu'il y en a qui critiquent hein, le texte de l'hymne qu'il trouve barbare. Effectivement, le texte de la Marseillaise est quand même un peu hard. Surtout si on compare par exemple à un hymne comme l'hymne russe, qui est un hymne, on va dire, rassembleur, autour d'un certain nombre de valeurs, entre autres de solidarité, etc. etc. Euh, mais c'est vrai que je me dis, mais s'ils veulent lancer les jeunes à l'assaut des troupes russes, ça va donner quoi? Parce que, enfin, ils sont pas unis du tout. Enfin, y en a combien qui s'identifient comme, enfin, réellement comme français, quoi. Bridge qui dit on devrait faire pareil en Suisse, la plupart ne connaissent que le début de l'hymne national, ça devrait être obligatoire de l'apprendre à l'école. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ici, les enfants apprennent l'hymne national. Je veux dire, je pense pour ceux, enfin, bon, on a fait une vidéo très très courte, mais quand il y a eu la rentrée des classes, là, ma petite vidéo sur la rentrée des classes, la cérémonie de rentrée des classes du 1er septembre, on commence par l'arrivée du drapeau russe, du drapeau de l'RPD, avec à chaque fois l'hymne qui est joué, et à part les plus petits qui viennent d'arriver en première classe, mais les élèves les plus âgés chantaient l'hymne en même temps, ils le connaissent. C'est la base. C'est la base. Alors Sébastien qui dit on parie combien que les jeunes ne savent même pas ce qu'est la Marseillaise. Oui, c'est bien ce qui me fait peur. Je pense malheureusement que... Je pense que si quelqu'un fait un micro-trottoir comme ça, je pense qu'on va tomber bas de notre chaise. Hein. Sincèrement, pour ceux de la génération comme moi, je pense qu'on va pleurer. Je pense qu'on va pleurer. Euh... Michel qui dit en Côte d'Ivoire, dans les écoles françaises, les enfants connaissent très bien la Marseillaise. Mais c'est dingue. Vous imaginez vous imaginez que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays africain, si ça se trouve, la jeune génération connaît mieux la Marseillaise que la même génération en France. Non, mais là, on marche sur la tête quand même. Là, on marche sur la tête. Alors, Chris qui dit que la puissance du drapeau est enseignée en Chine dès le bas âge. C'est l'union des peuples autour d'une même valeur. La solidarité et la défense de la terre natale. La Chine est un cas d'école en termes de patriotisme élevé, il faut y être pour s'en rendre compte. Merci pour l'information. Oui, en Chine, effectivement, ils sont très patriotes. Ils sont très patriotes.
Alors, Jean-Loup qui dit musicalement parlant, le plus beau c'est l'hymne italien, on dirait un opéra. D'accord. Pour moi, l'hymne le plus perché, le plus délirant, c'est l'hymne ukrainien. C'est la première phrase, c'est l'Ukraine n'est pas encore morte. C'est oui, non, c'est véridique. Ils l'ont un peu corrigé pour dire en gros, oui, je crois que c'est l'honneur de l'Ukraine n'est pas encore morte. Enfin, ils l'ont un peu retouché parce que là, franchement, c'était horrible. Enfin, qui a eu l'idée d'écrire un truc pareil? Qui a eu l'idée d'écrire dans un hymne national que le pays n'est pas encore mort. Donc non mais faut vraiment être une construction artificielle quand même pour avoir des hymnes complètement pétés comme ça. Et je suis pas la seule hein, à trouver que cet hymne est complètement bizarre. Je me souviens que lors d'une interview que le commandant Guivy avait donné, je crois que c'était à Graham Phillips, et où il expliquait qu'il avait jamais compris l'hymne ukrainien, et donc il avait cité la première phrase, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a aucun sens. Et donc, qu'il s'identifiait pas du tout à cet hymne. Et c'est vrai que l'hymne ukrainien est vraiment bizarre. Vraiment, hein. Alors, M1963 qui dit pour le plus bel hymne, il y a compétition entre l'hymne russe et l'hymne indien. Ah bon? Ah, l'hymne indien, je connais pas. Alors, JM qui dit qu'il joue l'hymne russe au tuba pour emmerder les voisins. Ah, oula. Tu vas avoir des problèmes, toi. Fais attention, hein. Tu vas être qualifié d'agent du Kremlin. Tu vas avoir des problèmes. Un de ces quatre, tu vas avoir une descente de police. Faudra pas demander. Alors, Béatrice qui dit que l'hymne italien est tiré d'un opéra de Verdi. Ah, bah ouais, dans ce cas-là, ouais, c'est beau. Effectivement, opéra de Verdi, oui. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Alors, Chris qui dit côté pourcentage, je parie 75% de la jeunesse française qui ne savent pas chanter leur hymne national. Désolé, mais c'est possible. Je pense que c'est véridique. Et je pense que t'es même encore gentil avec 75%. Je pense qu'on doit être entre 80 et 90% des jeunes qui... Si tu prends la jeune génération, genre moins de 30 ans, je pense qu'on est sur des niveaux comme ça. Sincèrement, hein, c'est horrible, c'est horrible, ça fait peur. Enfin, je veux dire, moi ça me fait mal, hein. Mais je pense que alors Thierry qui dit bonsoir, comment se fait-il que Vladimir Poutine a enfumé Trump en refusant de rencontrer Zelensky à Genève? Bah parce que la Suisse n'est plus neutre depuis un bon moment, qu'il a toujours un mandat de la CPI complètement délirant aux fesses et que donc il va pas se jeter dans la gueule du loup non plus. Faut pas prendre Vladimir Poutine pour un crétin quand même. Hein, je veux dire, il faut un pays, comme dit Christiane, il faut un pays neutre pour se rencontrer. Faut un pays qui applique pas les décisions de la CPI. Ce qui est le cas des États-Unis, par exemple. C'est pour ça qu'il a pu se rendre en Alaska sans aucun problème. Comme l'a dit Christiane, la Suisse a adopté des sanctions contre la Russie. Thierry qui demande est-ce que la Chine est un pays où on pourrait aller vivre en tant que Français? Oui, oui, oui. Je connais des Français qui soit y ont vécu, soit y vivent.
c'est l'apprentissage de la langue est un petit peu difficile aussi sur certains points, plus simple sur d'autres, mais oui, c'est faisable. C'est parfaitement faisable, bien sûr. Bon, c'est clair que par contre, faut avoir un plan bien prêt. C'est comme pour la Russie, faut pas débarquer les mains dans les poches en ne sachant pas où tu comptes travailler, enfin, dans quel domaine, arriver sans parler la langue, ce genre de truc. Enfin, voilà, ça se prépare un peu, hein, mais bien sûr, oui, oui. Alors, l'hymne national symbolise nos racines, notre lien à notre culture, à notre pays, à nos ancêtres. Que ces valeurs ne soient pas transmises correctement en dit long sur ce que visent nos dirigeants. Comment ça, je suis complotiste, dit Sébastien. Oui, ben oui, oui. Et c'est justement là-dessus un peu que je voulais dériver, c'est que ce qui se passe avec le drapeau, ce qui se passe avec l'hymne, n'est pas un cas isolé. On voit une attaque délibérée depuis très longtemps sur des choses comme l'enseignement de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Hein, puisqu'un peuple qui connaît pas son histoire, ben, c'est facile de lui raconter ensuite n'importe quoi et de l'envoyer dans une direction qui ne sert pas du tout ses intérêts. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tout fait pour déraciner les gens. Hein. Fragmenter la famille, détruire les traditions, détruire la religion, détruire l'enseignement de l'histoire, détruire la fierté patriotique, donc détruire l'attachement au drapeau, l'attachement à l'hymne national, à la patrie, et tout ça, bien sûr, voilà, le but c'est d'avoir des consommateurs, oui, j'ai bien fait exprès de marquer hein, des consommateurs, qui sont juste là pour travailler, acheter jusqu'à leur mort. Et puis voilà, c'est ça l'idée. Le problème, c'est qu'à un moment, en fait, ils n'ont pas compris, quand ils se sont lancés dans ce plan-là, que quand tu veux aller faire la guerre contre autre chose que des pays avec des soldats en sandales, avec juste 3 RPG et 4 tanks, euh, qu'une population totalement déconstruite, qui ne s'identifie pas comme citoyen du pays dans lequel ils sont nés ou dont ils ont acquis la citoyenneté, qui n'ont aucun attachement ni au drapeau, ni à l'hymne, ni au territoire, qui ont été déracinés de leurs traditions, qui n'ont plus de famille, on va dire, stable, puisqu'on a détruit cette institution. De moins en moins de croyances religieuses. Et tu veux envoyer ces gens-là à la guerre contre un pays où l'institution familiale est toujours très forte, les traditions sont défendues, protégées, transmises, l'histoire est enseignée comme il faut, plus ou moins, où le patriotisme n'est pas vu comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme quelque chose de positif à encourager et à soutenir, qu'on promeut, et dans l'enseignement, et dans les activités annexes, où la religion a toujours un rôle important et où euh, les enfants apprennent très tôt ce que signifie leur drapeau, ce que signifie leur hymne, et apprennent à le chanter.
Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le carnage que ça va donner du côté de ceux qui sont anti-drapeau, anti-patriotisme, etc., etc. Je parlerai même pas de la proportion de Français qui prennent régulièrement des médicaments type antidépresseurs, psychotropes, etc., etc., etc. Sincèrement, je me demande, dans les pays occidentaux qui ont suivi cette voie absolument délétère, quelle est la proportion réelle de gens, et entre autres d'hommes, qui seront prêts à aller défendre leur patrie si l'occasion se présente. Déjà, combien seront en état physique de le faire? Je sais qu'aux États-Unis, ils ont d'énormes problèmes à cause de ça, hein, puisqu'ils ont quand même un niveau d'obésité au sein de la population générale qui est quand même énorme. Mais résultat, ils ont beaucoup de jeunes qui ne sont pas en condition physique pour servir, c'est-à-dire que certains qui, on va dire, pourraient potentiellement être appelés sous les drapeaux, en réalité tu peux rien en faire, parce que les gamins, ils pèsent déjà 150 kilos, ils sont diabétiques, et résultat des courses, tu peux rien en faire. Et si tu rajoutes à ça, dans des pays comme la France, ou donc l'Angleterre, qu'on enseigne aux gens, aux gamins, que en fait il n'y a pas de pays, il n'y a que l'Union Européenne et que être patriote c'est mal. Si être patriote c'est mal, pourquoi tu devrais aller te faire trouer la peau en fait pour ton pays ou pour l'Union Européenne? Sincèrement, je fais dire à un moment, il y a un problème, il y a une dissonance cognitive. C'est-à-dire que le plan général se heurte à certaines petites réalités lorsqu'il faut adapter le plan. Quand l'ennemi, entre autres, désigné, qui est la Russie, s'effondre pas comme c'est prévu juste grâce au claquement de doigts de Nono Le Maire, hein, de Nono Le Maire et ses bouquins. Enfin, franchement, bref. Ah, je vous jure, cette histoire-là, ça a choqué les Russes. Quand j'aurais expliqué que nous, on avait des ministres qui écrivaient des bouquins érotiques, je vous jure que les mecs étaient choqués et qu'ils en revenaient pas. Hein, parce que en Russie, un ministre qui ferait ça, il se fait dégager. Hein, vous avez, je pense, pour beaucoup vu la fameuse vidéo où Vladimir Poutine interroge de façon inquisition le président de l'Académie des sciences, parce qu'il a interdit aux fonctionnaires de passer le concours de l'Académie des sciences, en considérant à juste titre que normalement, en tant que fonctionnaire, si tu veux, tu dois avoir assez de travail pour aider la population à résoudre ses problèmes, etc. Et que donc normalement tu n'as pas le temps de faire de la science en parallèle, si tu veux. Il a estimé que si tu passais le concours de l'Académie des sciences pour être considéré comme un chercheur scientifique, etc., ça veut dire que tu te donnais pas à 100% pour résoudre les problèmes de la population, c'est-à-dire faire ton travail. Là-dessus, il avait raison. Voilà.
Donc, vous vous souvenez hein, qu'il a débarqué comme ça tous ceux qui avaient passé le concours. Bon, ça, je veux dire, c'est le minimum syndical. Hein, on est bien d'accord. On peut pas, voilà. Donc, sincèrement, moi, je me pose quand même. Je me pose pas mal de questions et je dis clairement un ministre russe qui publierait pendant son mandat un livre, puis alors en plus un livre comme ça, je pense que sa démission serait attendue dans la seconde où l'information devient publique. Hein. Voilà, bon. Après, on a des assistants de Vladimir Poutine qui ont publié des livres, mais généralement c'était auparavant. Entre autres Medinsky, alors pour ceux qui ne le savent pas, Medinsky, qui est donc le conseiller de Vladimir Poutine, qui dirige la délégation russe pour les négociations à Istanbul avec l'Ukraine, Medinsky est un historien. Il a écrit des livres sur l'histoire, entre autres de la Russie. Et donc, c'est quelqu'un qui en connaît un rayon dans ce domaine-là. C'est pour ça d'ailleurs hein, qu'il avait il est proposé à je sais plus qui de lui donner un cours d'histoire. Voilà. C'est parce que c'est sa spécialité. Hein, voilà, il est vraiment calé là-dessus. Euh... Alors, Alain qui dit Poutine a beaucoup de qualités, savoir amour et protection de son peuple, patience, sagesse et détermination. Oui, et Vladimir Poutine, par exemple, je parlais de l'état de santé des jeunes Américains. Et je sais qu'en France, par exemple, ils sont tous hystériques avec le soi-disant culte de la personnalité autour de Vladimir Poutine. Et entre autres, le fait de montrer qu'il est musclé, qu'il fait du sport, qu'il a un mode de vie sain, etc. Hein, Poutine ne fume pas, ne boit quasiment pas d'alcool, sauf grandes occasions, voilà, une petite flûte de champagne, un machin. Mais sinon, c'est quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui fait du sport tous les jours. Mais c'est pas pour se la jouer influenceur Instagram en mode regardez mes biceps. Non, pas du tout. Vladimir Poutine avait expliqué que s'il médiatise son mode de vie, c'est pour en faire un exemple. Et il a réussi. Il a réussi. Le fait de montrer qu'il est sportif, qu'il ne boit pas, qu'il ne fume pas, ça a fait reculer le tabagisme en Russie, ça a fait reculer la consommation d'alcool, et les jeunes se mettent de plus au sport. C'est-à-dire que ils voient que leur président n'est pas un alcoolique obèse, hein, oui. Forcément, ça te pousse, si tu veux, à suivre cet exemple-là. Tu te dis, si le président, il promeut le sport, et qu'il est encore en pleine forme à son âge et tout machin, je vais peut-être suivre son exemple. Et donc, on a un développement important du sport en Russie, surtout chez les jeunes, mais pas seulement. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé mes reportages à Mariupol sur les nouveaux micro-districts qu'ils ont construits, si vous vous souvenez, au centre de ces carrés d'immeubles, hein, donc c'est des immeubles qui forment des carrés ou des rectangles, hein, donc il y en a deux comme ça, et si vous vous souvenez, vous avez à chaque fois une aire de jeu pour les enfants, et vous avez une aire de sport. C'est-à-dire, vous avez un endroit où il y a des machines pour s'entraîner qui sont mises à disposition gratuitement. Donc tu descends de chez toi, t'as même pas besoin de payer un abonnement au fitness club. T'as plein d'équipements en bas de chez toi, gratuitement, pour pouvoir t'entraîner
te maintenir en forme, te muscler, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que on voit partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que à Mariupol, à Donetsk, à Makiivka, euh, on a là où ils reconstruisent. Makiivka, par exemple, ils ont reconstruit le parc avant-garde et ils ont installé comme ça des machines. Vous avez tout un set de machines comme ça qui ont été installées pour s'entraîner. Donc c'est des machines de muscu, c'est des machines de musculation et elles sont disponibles gratuitement. Donc tu peux venir à n'importe quel moment de la journée, c'est gratuit et tu peux les utiliser. Et je vois partout où la reconstruction est en cours dans le Donbass, on voit apparaître ces zones euh, de sport en bas des immeubles, à côté des écoles, dans les parcs où vont les enfants, pour encourager les gens à faire du sport. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, pas fait hein, en Europe. Détrompez-moi si c'est le cas, mais moi, il y a 10 ans en arrière, je voyais pas des choses comme ça être construites ou reconstruites. Alors, Sébastien qui dit, moi, défendre mon pays, la France, c'est défendre les intérêts de mes compatriotes. Au moins, je n'ai que 4 heures de route pour atteindre Paris et me battre pour mon pays. Comment ça, je suis toujours complotiste? Ouais, oui, c'est ce que dit Dom, qui dit, oui, parce que défendre la patrie, il faut voir contre quoi ou contre qui. Hein, si c'est pour l'Ukraine contre la Russie, ce n'est pas défendre la patrie contre la Commission de Bruxelles. Là, oui, c'est défendre la patrie. Je suis d'accord. Michel qui dit ils veulent nous remettre Nono au gouvernement, on reprend les mêmes et on recommence. Non, sérieusement? Vous allez retrouver Nono le... Oh là là, mon dieu, je vous plains. Non, sincèrement, hein, je vous plains. Je vous plains, c'est catastrophique. Béatrice qui dit c'est comme le ministre de la Santé russe hein, qui s'est occupé d'une personne en grande difficulté dans l'avion Moscou-Hanoï. Oui, oui, mais c'est ça. Les ministres sont censés être compétents dans leur domaine. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Charles de Gaulle, hein, le général de Gaulle, gouvernement post-guerre. C'était un gouvernement où il avait pris des gens de plein de partis politiques différents, mais qui étaient compétents dans leur domaine. Et pour moi, c'est logique. Un ministre de la Santé, ben, il se doit de s'y connaître quand même, au moins un minimum. Je dis pas forcément un chirurgien, mais enfin, au moins infirmière infirmière ou médecin, quoi, tu vois. Bon, l'éducation, pareil. Ça devrait être minimum quelqu'un qui a été prof, voire directeur, directrice d'école. Ou de collège ou de lycée. Enfin, quelqu'un qui a déjà eu, entre guillemets, les mains dans le cambouis, quoi. Tu vois. Euh, Pour moi, un ministre du développement industriel, c'est quelqu'un qui devrait avoir travaillé à l'usine. Voilà. Mais le truc, c'est que oui, en France, maintenant, on a des politiciens de carrière. Hein, ils font que ça. C'est la nouvelle aristocratie, hein, c'est ni plus ni moins. Hein. Alors, DG qui dit pour la France et la langue française, est-ce que le président a une fois montré son attachement à la patrie? Quand Macron va aux États-Unis et ailleurs pour des visites officielles, il ne parle pas français, il s'est toujours exprimé en anglais. Alors, si lui à ce niveau de représentativité ne fait rien avec le français, c'est normal que ça se ressente au niveau du pays. En fait, il n'y a que les autres pays francophones africains qui ne défendent que cette langue lors des visites officielles. Le président a vraiment influencé le pays dans le mauvais sens et surtout dans le domaine éducatif. Je veux même pas parler de l'économie. Oui, bah oui, c'est malheureux. Quand Emmanuel Macron te dit qu'il n'y a pas de culture française. C'est terrible. C'est terrible, c'est horrible. Enfin, je veux dire, en Russie, mais personne n'irait te dire qu'il n'y a pas de culture russe. Mais c'est ignoble. C'est ignoble. Au contraire, ici, on défend, on protège, on transmet les traditions, l'histoire, la culture, la langue, et pas seulement que la langue russe. Je dirais toutes les langues des peuples autonomes qu'il y a en Russie.
sont protégées, enseignées, transmises, autant que faire se peut. Ben, je veux dire, il y a des programmes pour ça. C'est incroyable. Enfin, je veux dire... Sébastien qui, en parlant du retour de Nono Le Maire, en même temps, tu veux mettre qui? Pour l'instant, les critères sont les suivants. Consanguin, amoral, écrire des livres, oser, ponctionner le pognon par tous les moyens, ne pas avoir connu le moindre emploi. Ouais, ouais, c'est... Oh là là, Jean-Loup qui dit, dans l'éducation, je vois bien Sandrine Rousseau. Mon Dieu. S'il vous plaît. Non, pas ça. Pas Sandrine Rousseau. C'est c'est quand même gravissime quoi. C'est ouais, je veux dire la moindre des choses ça serait quand même d'avoir des ministres qui s'y connaissent, tu vois, enfin je veux dire le ministre de l'économie ça devrait être un économiste. Ça devrait être voilà, je veux dire c'est du délire. C'est du délire, enfin c'est Super Gorette qui dit ouais c'est bizarre qu'elle n'existe pas la culture française parce que j'ai passé toute la journée à restaurer une cheminée style Louis-Philippe, c'est de la culture kazakh peut-être. Je vais savoir hein, écoute hein, je sais pas, c'est Dom qui dit écoutez ce que dit le pantin Macron c'est vivre dans le multivers, rien à voir avec la réalité, pourquoi perdre son temps de cette façon? Et parce que malheureusement c'est le président du c'est le président français quoi. C'est le mec qui décide de la destinée du pays quand même. André, bonsoir, qui dit que Boule de Vent n'a pas de culture, c'est un crétin. Oui. Christiane qui dit l'Estonie se plaint elle aussi de la violation de son espace aérien. Ils se passent tous le mot. Oui, enfin l'Estonie, hein, si vous voulez, les trois petits cochons baltes, bon, c'est parmi les plus russophobes avec les Polonais. Bon, c'est c'est plus comique qu'autre chose. Ils ont toujours un truc qui leur va pas. Hein, voilà. Ils ont un corps au pied, c'est la faute à la Russie. Ils ont chopé la grippe, c'est la faute de la Russie. Ils ont des routes défoncées, c'est la faute de la Russie. Enfin voilà, c'est leur mantra, hein, ces pays-là. C'est clinique, c'est clinique psychiatrique à ce niveau-là. Hein, c'est voilà. C'est voilà quoi. Non mais moi ça me tue. Donc si je peux donner un conseil à mes auditeurs et mes lecteurs, c'est pour détruire le système en cours, il faut construire une alternative en parallèle. Et pour ça, il faut rebâtir une génération de gens patriotes qui savent ce qu'est leur drapeau, qui savent ce qu'est leur hymne, qui sont capables de le chanter, qui connaissent véritablement l'histoire de leur pays, sa culture, et à qui non seulement on transmet tout ça, mais à qui on transmet le goût et la volonté de transmettre à son tour. J'ai eu la chance d'avoir des parents, et surtout ma mère, qui est quelqu'un de très cultivé, qui m'a transmis ce goût pour la culture, pour l'histoire. Et je me rends compte à quel point ça a été un facteur important de la construction de qui je suis. Donc si je peux vous donner un conseil, pour ceux qui sont parents, grands-parents, oncles, tantes, qui parfois se retrouvent peut-être à faire du babysitting hein, pour les frères et sœurs qui veulent profiter d'une petite soirée pépère ou autre, utilisez ce rôle pour transmettre tout ce que vous pouvez.
l'histoire, le patriotisme, la culture, euh, toutes ces choses qui construisent l'identité française, ou belge, ou canadienne, ou... Transmettez tout ça. Et transmettez surtout ce goût et cette volonté de transmettre à son tour. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en Russie. Ah, perdu sur Telegram. Ah, c'est revenu ou pas? Ah, c'est revenu. Et donc, c'est super important. Transmettez dès que vous en avez une occasion à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos neveux et nièces, quand vous les avez pour une soirée ou deux. Voilà. Au lieu de les laisser, je sais pas, devant l'écran de télé à regarder, je sais pas quelle vannerie, montrez-leur peut-être, voilà, une émission historique faite pour les enfants ou quelque chose comme ça qui est fait pour eux et essayez de leur transmettre petit à petit des petites choses, tu vois, genre, tiens, est-ce que tu sais d'où viennent les couleurs du drapeau français? Ah. Tu vois, en mode quiz, en mode un petit peu jeu interactif. Et essayer de rendre la chose un peu ludique et de montrer que voilà, on peut apprendre l'histoire sans que ce soit chiant. On peut découvrir la culture de son pays, son hymne national, les couleurs de son drapeau, sans que ce soit un espèce d'énoncé froid et inintéressant. Voilà. Essayez de rendre la chose intéressante. Essayez de transmettre un petit peu tout ça. Donc, Super Gorette qui dit moi c'est mon papy qui m'a donné l'amour de l'histoire et ne t'inquiète pas j'ai bien transmis à mes enfants et je casse bien les roubignoles à mes amis avec ça. Et ben voilà, ça c'est l'exemple, faut prendre l'exemple sur Super Gorette. C'est l'exemple à suivre, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est super important parce qu'en fait vous vous rendez pas compte à quel point à votre petite échelle ça peut changer quand même beaucoup de choses. S400 qui dit j'ai essayé cet été sur mon neveu, ça a été une perte de temps. Seul compte pour lui, c'est jeux vidéo. Je sais que c'est difficile de les décrocher de ça. Je sais que c'est difficile de les décrocher des écrans. Ça exige de la volonté. Je vous dis pas que c'est simple, hein. Mais là où je suis, par exemple, je suis comme dans un petit village et j'ai aidé ici les enfants avec des cours d'anglais parce que leur prof d'anglais est vraiment nul. Et je sais que bon, j'avais des gamins qui étaient pour certains de la même famille, mais pas du même âge. Donc je les groupais par tranche d'âge pour faire le même programme pour tous et puis ensuite je passais au suivant. Et donc forcément, ils avaient un temps d'attente d'à peu près 1 heure pour chacun, donc avant ou après pour hein, que le frère ou la sœur voilà, reçoive son cours. Et c'était sans arrêt à me réclamer d'allumer la télé. Alors je n'ai pas la télé. Donc voilà, et ça depuis très très longtemps. Et donc très vite, il devenait extrêmement turbulent et intenable. Et je leur disais, mais j'ai un jardin, allez jouer dehors. Et, euh, et j'ai eu l'énorme surprise de me rendre compte que ces enfants ne savaient plus jouer sans écran. Eh bien, c'est mon compagnon qui est sorti avec les enfants dans le jardin et leur a appris comment on jouait à l'ancienne. Alors, ça n'a pas été simple, mais ça a fini par prendre. Faut insister. Faut insister. Faut trouver des trucs ludiques, des trucs justement un peu en mode jeu pour transmettre tout ça. Il y a moyen de faire ça de manière ludique. C'est ce qu'ils font ici, hein. Ici, beaucoup de choses sont transmises via le ludique, via des jeux, via des quiz, etc. Par exemple, ils font souvent des olympiades. Alors ils en font sur l'informatique, ils en font sur l'histoire, ils en font sur la langue russe, etc. Et ça entretient comme ça cette envie d'apprendre. Il faut trouver la bonne solution qui est adaptée après à chacun.
Mais oui, je sais que les écrans, c'est terrible. C'est pour moi, euh, c'est un, c'est un des gros problèmes qu'on a. C'est la domination des écrans chez les enfants, même ici, hein. Et c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter, sincèrement. Mais vraiment. Super Gorette qui dit il y a beaucoup de jeux vidéo d'histoire. S'il lui achetait un de ces jeux-là, ça sera ta passerelle. Oui, par exemple. Ça, c'est une bonne idée. Les jeux vidéo sur l'histoire. Moi, je sais que parmi les méthodes d'apprentissage du russe que j'ai utilisées, se trouvait une méthode très ludique avec des jeux que même les enfants, voilà, peuvent faire. Donc, tu peux même les intéresser à une langue étrangère comme ça. Faut trouver des moyens ludiques. Voilà. Jean-Loup qui dit toute l'éducation qu'on donne à nos enfants est complètement détruite dès qu'ils vont à l'école. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est pas totalement détruite. Ce que tu transmets, ça laisse quelque chose. C'est S400 qui dit c'est les jeux de guerre qui l'intéressent, rien d'autre. Il passe 18 heures par jour devant son ordi. Ça, c'est horrible, ça. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Mais après, il faut regarder. Il y a peut-être des jeux historiques de guerre, tu vois, où tu peux glisser le truc. Et puis sinon, bon, quand tu les prends chez toi, comme moi j'ai fait, interdire tout simplement la télé, le jeu vidéo, etc., quoi. Voilà, c'est des choses qu'il faut travailler. C'est pas simple, hein, je dis pas que c'est simple. Tu vois, comme dit Super Gorek, il y a plein de jeux de guerre historiques, tu vois. Tu peux utiliser ça. Donc c'est des choses, il faut y penser, il faut travailler ça. Transmettez histoire, patriotisme, culture, signification du drapeau, de l'hymne, tout ça, tout ça. Et donc il faut, voilà, essayer de contrer justement cette culture de la destruction complète du patriotisme et des pays. Voilà, c'est quelque chose d'important. Faire des balades découvertes, les emmener se promener dans la forêt, voilà. C'est des choses importantes, les reconnecter avec la nature, les reconnecter avec leurs traditions, leurs racines, leur histoire. Voilà, c'est des choses extrêmement importantes. Voilà. C'est ce Direct Stream touche à sa fin. On est déjà après une heure de discussion avec vous. Voilà, j'espère que ce direct vous aura apporté quelque chose, peut-être des éléments, des idées, pour lutter à votre façon contre la destruction complète, en fait, des États-nations. Et puis, donc, je vous retrouve dimanche pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Par contre, la semaine prochaine, il est possible que le direct soit décalé un peu plus tard. Une heure, peut-être une heure et demie plus tard. Parce qu'il va y avoir ici un événement important. Pour l'instant, je peux pas trop en parler. Mais on va avoir un événement important ici en République populaire de Donetsk. Et je vais, bien entendu, non seulement aller filmer un reportage, mais aussi participer. Donc, on risque de finir un petit peu tard. Donc, je vous tiendrai au courant sur la modification de l'heure. Donc pour la semaine prochaine, scrutez bien l'annonce, regardez l'heure à laquelle ça sera annoncé. Donc ça sera peut-être 21h heure de Paris, peut-être même 21h30. J'espère que ça fera pas trop tard pour vous. Mais malheureusement, je peux difficilement faire autrement. Voilà. Sébastien qui demande comment vont mes animaux. Bah, ils vont bien. Ils vont bien, hein. Ils profitent du jardin. Ils sont heureux. Voilà.
Et je vous dis donc, demain je publierai en journée l'enregistrement du direct, comme d'habitude. Hein, et donc, à dimanche pour le prochain site rep, et vendredi prochain, un peu plus tard que d'habitude, pour le prochain direct hier stream. Et d'ici là, portez-vous bien.